Merci France pour cette présentation que malheureusement je n'ai pas entendue, mais je pense que tu as dû dire que du bien. Dans tous les cas, je te remercie pour l'invitation, je te remercie au nom de la DAFA et ce long voyage depuis Kaboul. Je regarde juste si... ok. Donc en fait, suite à la discussion que j'ai pu avoir avec un certain nombre du public, en fait, étudiants et néophytes de cette Asie centrale, ils m'ont demandé plus ou moins expressément d'un peu me concentrer, détailler, m'attarder peut-être un peu plus sur la chronologie et puis certains noms qui semblent un peu bizarres en fait des sites archéologiques de cette Asie centrale. Donc je m'excuse un peu d'avance si cette introduction, cette présentation pourrait paraître un peu peut-être répétitive par rapport à d'autres qui ont été un peu plus méthodologiques que de t'ai prononcé avant, avant aujourd'hui. Donc il sera question dans cette présentation d'un aperçu historico-culturel sur l'ensemble géographique très vaste qui se situe d'une manière générale actuellement d'est en ouest entre la Chine, je crois que ça ne marche pas vraiment, donc entre la Chine et l'Iran et du nord au sud entre le Kazakhstan et le nord de l'Afghanistan. Pour les plus connaisseurs, cette partie en fait, du monde, aux périodes pour lesquelles on va plus ou moins en discuter aujourd'hui, concerne la 12e satrapie, donc celle de Bactriane, qui englobait à l'époque aussi la Sogdiane. Cette Asie centrale méridionale se définit par une géomorphologie répartie en grandes zones distinctes dans lesquelles les hommes ont pu s'adapter, une zone de delta Ripsi-Silve, des piémonts et des montagnes, mais également des zones steppiques. Ce territoire correspond en effet à l'emplacement de la dépression aralo-caspienne ou touranienne, caractérisée par des déserts immenses comme le Kizilkoum, le Karakoum, ou l'Ousturt, des chaînes de montagnes vertigineuses comme les Tien Shan, le Pamir Alai, l'Indo Kush, le Kopekdag, et quelques rivières endoréiques puissantes s'écoulant d'est en ouest depuis le grand massif montagneux vers la mer d'Aral, comme la Moudaria et le Sirdaria et ses affluents. La civilisation de l'Oxus, qui va se développer durant 8 siècles, à peu près, plus ou moins, entre 2200 et 1500, possède tous les caractères requis au sens strict du terme civilisation, à savoir principalement une architecture développée et monumentale avec des agglomérations importantes, la présence des grands travaux publics, signe qu'une hiérarchie sociale et d'organisation administrative était présente, mais surtout et également un art et un artisanat très développés. En effet, la production d'objets dits de prestige, c'est-à-dire tout simplement d'objets d'art ou d'artisanat d'art, est remarquable tant dans le domaine de la métallurgie comme l'orfèvrerie, la torotique, le bronze, comme celui de la taille de la pierre, fines et ornements comme la lapis lazuli, la turquoise, la stéatite, la cornaline ou encore l'albâtre. Des vases, des bijoux, des armes et des sceaux de formes variées sont venus au jour au cours de ces dernières décennies. Néanmoins, comme certains d'entre vous le savent déjà, cette civilisation ne possédait pas l'écriture
Et au jour d'aujourd'hui, aucun document local écrit n'a été découvert, à l'exception, bien évidemment, des importations d'Iran et de Mésopotamie. Donc on peut résumer, l'expression civilisation de l'Oxus désigne donc une culture archéologique de l'âge du bronze de l'Asie centrale, connue depuis une quarantaine d'années, qui s'étend principalement entre les territoires que nous venons de citer, mais dont les éléments archéologiques ont été aussi identifiés en Iran et au Pakistan. L'origine de la civilisation de l'Oxus est objet d'un débat qui reste ouvert, dont nous ne rentrerons pas ici dans la question, car elle concerne une période beaucoup plus vaste qui va du Chalcolithique au Bronze ancien, c'est-à-dire entre la fin du 4e millénaire et le début du 3e, une bonne moitié dans tous les cas. C'est ainsi qu'à l'âge du bronze final, l'ensemble de cette vaste région, allant de la Caspienne au Pamir, est occupé par des cultures sédentaires, agricoles, éleveurs qui pratiquaient l'irrigation artificielle et exploitaient les ressources animales, végétales et minérales d'un environnement riche et varié. Cette émergence se développe vers 2300, donc je répète pour les dates. Il s'agit donc d'une société proto-étatique à caractère urbain, dont le système socio-économique, avec des échanges transcontinentaux en matières premières et des biens de prestige, se développe aux frontières des grands empires de l'époque, comme ceux du Moyen-Orient et de l'Indus. Dans toute cette région, soviétique jusqu'à une période récente, la recherche sur les périodes proto-historiques ne fut vraiment lancée qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à un important financement d'État qu'à ce moment, un véritable développement de l'archéologie centro-asiatique est lancé, avec des grands projets pluridisciplinaires où se côtoient aussi bien les intérêts archéologiques, historiques, géologiques, linguistiques qu'ethnologiques. On va s'attaquer à des larges périodes allant du paléolithique aux périodes islamiques. C'est de cette façon qu'en 1946 fut fondée au Turkménistan et dirigée par Mikhail Evgenievitch Masson l'expédition archéologique pluridisciplinaire de Turménie méridionale, la Yuzhno-Turmenskaya Archéologicheskaya Komplexnaya Expedition, plus connue sous le nom de Yutakeg. À ce moment, l'exploration des sites du Kopekdag fut réservée à la 14e section à laquelle appartenaient Victor Masson, Victor Sarianidi et Igor Chlopin. Trois grands archéologues qui resteront dans l'histoire comme les précurseurs incontestables de cette archéologie proto-historique en Asie centrale. Plus tard, l'expédition archéologique du Mourghab est fondée en 1972 et menée par Victor Ivanovitch Sarianidi, qui va découvrir la plupart des sites que je me permets aujourd'hui de présenter. Les prospections vont mettre en avant une forte occupation dans les oasis de Gonur, Togolok, Oshin, Tahirvai. En Afghanistan, la création d'une mission archéologique soviéto-afghane concentrée sur le nord-ouest de l'Afghanistan permit d'apporter les premières informations sur l'âge du bronze de la région. Les recherches essentiellement conduites entre 1969 et 1979 montrèrent l'ampleur du peuplement de la plaine bactrienne méridionale à la protohistoire. C'est un peu dans la continuation de cet aperçu historique que je voudrais maintenant faire une pause dans cette présentation pour rendre hommage à ce dernier grand chercheur de la période soviétique, Victor Ivanovitch Sarianidi,
qui vient de nous quitter le 23 décembre de l'année dernière. Viktor Ivanovitch avait des origines gréco-pontiques. C'est l'un sans doute des chercheurs de la première heure dans cette archéologie centra-asiatique. Il est né à Tachkent en 1929. Il a étudié à l'université d'orientalisme Alisher Navaï avec des professeurs comme Mikhail Masson, Boris Levinsky ou Alexandre Semenov. C'est à cette époque, dans cette faculté, qu'il va se lier d'amitié avec un autre étudiant qui deviendra une référence incontournable de l'archéologie centra-asiatique, Vadim Mikhailovitch Masson. Étudiant, il participe à des expéditions archéologiques en Ouzbékistan, comme sur l'observatoire de l'Ougdépé en 1948 plutôt, mais également au Turkménistan sur des fouilles comme celle de Nizar, dont il est question, entre 49 et 54, Sultan Kala, entre 50 et 54, ou encore à Mizriam en 1949. Son premier article scientifique sera publié en 1953 à propos des fours céramiques de l'ancienne Merve. Diplômé de l'université en 1952, il va travailler dans le musée historique de la ville de Samarcande. À la fin de 1954, il s'installe en Russie jusqu'en 1958 et commence son travail de chercheur à l'Institut d'histoire et de la culture matérielle de Leningrad. Prenant part à ce moment-là sur diverses expéditions archéologiques qui vont l'emmener très loin. C'est à Leningrad également qu'il va connaître son deuxième ami, donc Igor Khoplin. Donc la troisième avec Sariani, référence de cette archéologie centra-asiatique des années post-guerre. Et en 1959, il sera engagé par l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de l'Union soviétique, où il va travailler jusqu'en 2003. Vadim Mikhailovitch Masson, Igor Nikolaevitch Khoplin et Viktor Ivanovitch Sarianidi seront donc les pionniers dans les découvertes et le développement de l'archéologie soviétique de l'Asie centrale. Entre 1955 et 1956, il va participer aux fouilles des monuments protohistoriques comme Tahirvai et Yazdépé au Turkménistan. Entre 1957 et 1959, il conduit une expédition sur le chalcolithique sur le site de Geotsur, dans le sud du Turkménistan et l'ancien delta de Tengen. Sur la base de ses premières recherches, il soutient en 1963 à l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de l'Union soviétique à Moscou sa thèse sur les tribus agricoles du sud-est du Turkménistan. Entre 60 et 65, il participe à la fouille des Kroganes dans la République socialiste Tchétchénie-Ingouchie, expédition sur la direction de Bamut Munchaïev. Et entre 66 et 69, il va fouiller à Ulugdépé, à Tindépé et Khapouz-Dépé au Turkménistan. Dans les années 1970, il va continuer à travailler dans la Marjane au Turkménistan, découvrant des sites comme Togolok 1, 21, Keleli, Akjikuy, dans le Mourgave, qu'il va découvrir en 1990, où il va découvrir en 1990 plus de 200 sites de l'âge du bronze à l'âge du fer. Dans les années 70, il va continuer à travailler dans la Marjane, et entre 69 et 79, il va, sous la direction de
dans le nord de l'Afghanistan. Ici, il va découvrir et travailler sur des sites très importants comme ceux de l'oasis de Dashli, près de Shevargam, et d'autres régions au nord de l'Afghanistan. C'est à ce moment qu'il découvrira le fameux site de Tilla Tepe avec ses 20 000 objets au nord. À partir de 1974, ces travaux vont se concentrer sur le site de Gonur Tepe. C'est ainsi que durant plus de 60 ans, Victor Ivanovich Sarianidi a mené des fouilles archéologiques dans l'ensemble de l'Asie centrale avec une profusion de publications, plus de 30 livres et 300 articles. Il a sillonné les déserts, les plaines et les montagnes où il a découvert tant de merveilles archéologiques et a inventé la civilisation de la Bactriane et la Margiane, dont il a tant chéri sa capitale Gonur Tepe. Il avait souhaité être enterré à cet endroit, mais sa famille en a décidé autrement. Il a été enterré au cimetière de Khovskoye à Moscou le jour de Noël de l'année dernière. Il restera sans aucun doute pour nous, ses amis, dans nos mémoires. La Bactriane et la Margiane sont deux régions de plaine et de delta dont les bras se perdent dans un environnement de steppes et de désert. Géographiquement, les sites de la Bactriane et de la Margiane se rassemblent en oasis qui semblent être une contrainte imposée par le type d'agriculture céréalière nécessitant une irrigation artificielle. Les sites archéologiques que nous allons principalement mentionner se retrouvent dans un contexte géographique dans lequel les rivières servent en effet de voies de communication et de transport connectant les déserts, les piémonts et les zones de montagne. Les crues de ces grands fleuves permettent le développement donc de cette irrigation artificielle, tandis qu'autour des piémonts, comme le Kopekdag, les terrains sont arrosés par des petits cours d'eau, des sources pluviales, ou des fois se retrouvant à sec en été. La question morphologique et l'évolution du fait urbain dans la société agramate ne peut être abordée qu'au moyen de l'archéologie. Cela n'est pas sans conséquence car nous sommes confrontés à certaines limitations dans nos interprétations et surtout dans les conclusions. Dans tous les cas, les conclusions et les descriptions que je vais maintenant faire suivre ne sont pas les miennes, en fait, ce sont ceux des chercheurs que je vais tenter de citer à chaque moment. Plusieurs grands groupes géographiques se détachent. Sur le Kopekdag, les sites comme Altin Tepe ou Namasga ou encore Uluk Tepe seront évoqués d'une manière comparative à la fin de la présentation. Le groupe de Balkh-Ob, découvert dans les années 70, il compte l'oasis de Dashli, de Faroukabad, de Neshka, le long des anciens deltas du Balkh-Ob et de Hachdaria. Le groupe du Mourgab, dans les oasis de Sarkirbay, d'Oshin, découvert dans les années 50, les oasis de Togolok, de Gonur, d'Achikouy, d'Adam Bassan, Taïp, et Keleli, découverts dans les années 70 et qui vont s'organiser le long des bras d'un réseau hydrographique du delta du Mourgab. Le groupe sur l'affluent de la
rive droite de la Moudaria, avec les oasis de Sapali Tepa et Jalkutan, situés dans le delta de Sherabat Daria. Donc, d'une manière générale, nous allons tenter de présenter peut-être pas tous ces sites, mais une partie à peu près dans cette suite géographique. Dans l'oasis de Dashli 3, ce site se situe dans la partie la plus septentrionale de l'oasis. Le site a relevé la présence de 2 grands bâtiments monumentaux, une forteresse de plan carré et un bâtiment de plan circulaire. Le palais est une enceinte rectangulaire de 88 x 84 mètres, au centre duquel, dans une surface de 40 x 38 à peu près, donc presque au carré, on voit un couloir latéral formé des 4 façades. Au centre de chaque façade, une structure en forme de T divise de vastes pièces. À l'intérieur de cette dernière s'inscrivent des structures en forme de gamma, et ainsi les pièces constituées semblent être les lieux de stockage. Les murs, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, sont décorés des pilastres rectangulaires. Cette construction a la particularité d'avoir un ouvrage de fortification avancé qui protégeait l'entrée d'une barbacane de 15 mètres x 10, x 15, de 10 mètres x 15 plutôt, avec des murs qui ont la caractéristique également d'être ornés de pilastres. Le temple est une structure circulaire de 36 mètres de diamètre qui se compose de 9 tours quadrangulaires qui semblaient protéger 3 unités d'habitation. Les fouilles ont permis de dégager des vestiges rapportés à plusieurs niveaux et probablement à plusieurs programmes de construction dans 3 périodes d'occupation. La première et principale période de construction correspond à l'édification du palais et son fonctionnement. Au cours de la seconde période, suite à l'abandon de cette construction monumentale, seule la partie orientale de la cour semble avoir été exploitée. Des pièces ont été ainsi construites en réutilisant notamment les murs des logements de la période principale. À Dashli 1, nous voyons arriver des fortifications aux tours rondes. Cette enceinte mesurait 99 x 85 mètres. Les tours aux angles avaient environ 5 mètres de diamètre. Ce bâtiment, comme ceux que vient d'être évoqués, ont été occupés par des quartiers d'habitation. Alors, lors de la fouille par Victor Sayanidi, il a trouvé pas mal de couches dites brûlées, et incendiées plutôt, et pas mal de balles de fronde. Dans l'oasis du Mourghab, nous trouvons plusieurs sites très importants qui se retrouvent en fait le long du delta endoréique, avec des sites comme Keleli, Taïp, Adambassan, Ushin, Togolok, Akshikuy, Tahirway et Egri-Bourgaz. Ushin DP 1 se présente comme une petite butte s'élevant à 1 mètre ou presque 2 mètres au-dessus de la plaine environnementale. La colline présente une forme presque carrée. Les travaux archéologiques réalisés au printemps 1972 ont montré la présence d'un bâtiment monumental fortifié d'à peu près 1 hectare, occupé apparemment à la période d'apogée de la civilisation de l'Oxus. Le rempart, épais de 3 mètres, possède des tours d'angle renforcées par des petites tours rondes supplémentaires. Un autre bâtiment semblable dans la région, celui de Taïp 1, dont je n'ai pas de plan, a été décrit par Seranidi comme une enceinte rectangulaire d'à peu près 136 mètres x 125,
avec également des tours circulaires autour de la citadelle. Togolok 1 se constitue d'une colline centrale massive d'une surface d'environ 12 hectares et d'une conservation stratigraphique d'environ 4 mètres. Une forteresse presque rectangulaire, donc 200 x 100 mètres, est encore interprétée comme un temple. Pour Victor Sarianidi, selon sa chronologie, l'établissement de Togolok se rapportait alors à une période un peu plus tardive que les sites des oasis de Gonur. L'établissement de Togolok 21 est constitué de deux petites collines basses, nord et sud, dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre. Dans l'une de ces collines, une triple enceinte rectangulaire avec des tours circulaires, donc enceinte de 130 mètres x 150, et nombreuses pièces, a été découverte. Son inventeur, encore une fois, Victor Sarianidi, distingue deux périodes, l'une concernant l'occupation du donjon, partie centrale, et une occupation ultérieure de l'ensemble de la forteresse. Donc voilà une reconstitution de ce site de Togolok 21. À Keleli 3, nous retrouvons une enceinte carrée de 128 mètres, qui avait été entourée d'une fosse avec un corridor périphérique. Cette enceinte est munie des tours carrées espacées tous les 15 ou 18 mètres, sauf devant les entrées, ou l'entrée principale. À Akshikoui 9, le site couvre une surface de 6 hectares presque et demi, avec une citadelle de 1,5 hectare entourée d'un mur de fortification. La citadelle présente la forme d'un parallélogramme irrégulier, ceint d'un mur épais pourvu de 14 tours rectangulaires et de 2 entrées, sur la face sud et près de l'angle nord-est. À l'intérieur, le long des murs, les espaces de circulation nommés pomerium, divisés une période tardive d'une pièce d'habitation donnée sur l'intérieur de la citadelle. L'espace interne comprend des habitations regroupées autour d'un palais carré, dont on voit un peu les traces. Son inventeur, donc Rossi Osmida, a mis en place plusieurs phases d'occupation. La première période correspondrait à une phase préurbaine marquée par l'absence de construction en briques crues. Les habitations identifiées sont de type cabane. Une deuxième période voit l'établissement s'accroître pour devenir un gros village, puis la réalisation d'un mur d'enceinte autour du village. Les habitations temporaires de type cabane disparaîtront à ce moment-là. Dans une troisième phase, l'édification du palais carré au centre de l'enceinte correspondrait à un accroissement considérable de la population. Enfin, dans une quatrième et dernière phase, des aménagements sur le palais carré sont apparemment visibles. À Akshikoui 8, nous l'évoquons juste parce que ce bâtiment est très mal connu, très mal publié, mais il se rapproche donc de tout ce qu'on vient de décrire. Dans l'oasis de Gonur, Sarianidi va découvrir le site de Gonur nord et sud. Au nord, essentiellement, il va le dater de l'âge du bronze moyen, avec la présence d'une forteresse rectangulaire d'une superficie d'1 mètre, d'1,5 hectare,
avec une zone habitée d'à peu près 20 hectares enserrée d'un mur d'enceinte. Trois principales périodes ont été relevées, s'inscrivant essentiellement dans l'âge du bronze moyen, encore une fois. La première période correspond à l'utilisation de la forteresse en tant que bâtiment monumental. Lors de la seconde période, le bâtiment serait abandonné, mais ses couloirs latéraux transformés en habitation. Il y a une troisième période, l'abandon serait définitif avec l'inhumation et l'apparition des centaines de tombes. À Gonnour Sud, la butte qui se présente est de plus petite taille. Donc, elle mesure à peu près 130 mètres x 120 mètres, avec une hauteur conservée d'1,50 m. Elle a relevé la présence d'un large mur défensif épais de 3 à 4 mètres par endroit, avec des tours rondes de 7 à 8 mètres de diamètre à chaque angle. L'entrée, flanquée de 2 casemates, s'effectue dans la partie nord de cette citadelle. Et à l'intérieur de cette enceinte, les bâtiments découverts de fonctions diverses ont été rapportés à 3 périodes différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces périodes. Avec donc ces 2 grands monuments, il existe aussi une nécropole où les auteurs ont fouillé plus de 4000 ou 5000 tombes. Une nécropole qui daterait des périodes les plus récentes de l'âge du bronze. À Sapalitepa, donc là on passe de l'autre côté de la Moudaria, la première civilisation de la proto-urbaine de l'âge du bronze sera donc représentée par ce site, qui sera fouillé entre 69 et 74 par Askarov. Il s'agit d'une enceinte carrée de 82 x 32 mètres avec des corridors extérieurs en taupe qui releva l'existence d'un bâtiment monumental fortifié où apparemment 8 quartiers étaient présents. On retrouve donc des installations domestiques, de stockage, d'ateliers de poterie, mais rien qui paraîtrait être d'ordre rituel ou cultuel. Le vaste site de Jalkutan est localisé dans la région du Surkhandaria, à 60 km au nord de Termez, dans l'oasis de Sheraban. Il est placé sur la rive gauche du cours supérieur de Bustansai, qui est la plupart du temps à sec, sauf pendant les périodes de pluie. La surface totale de ce site a été estimée à peu près à 100 hectares et repartie en plusieurs zones principales. La zone septentrionale contient des espaces d'habitation, tandis que les zones sud sont concentrées par des nécropoles dont on a déjà fouillé à peu près 3000 individus. Il s'agit donc d'une ville fortifiée avec un temple dont la fonction religieuse est complètement contestable, avec des installations domestiques, foyers, pressoirs, greniers, des manoirs. L'établissement, dans la partie nord en fait, est matérialisé par un long mur qui fortifie tout un ensemble de bâtiments. À l'intérieur de cette fortification qu'on voit à peine, en fait, donc on suit un peu les traces topographiques et on voit le mur du côté est de l'image, le mur d'enceinte. Donc à l'intérieur, nous retrouvons la citadelle
qui a été établi sur une butte dans la partie nord-ouest du site, où les fouilles réalisées en 1987 et 88 ont pu donc dégager ce rond rempart conservé sur 80 mètres de longueur. D'après les archéologues, donc Askarov et Chirinov, l'ensemble de ces grandes constructions aurait été effectué sur une zone vierge et d'un seul trait. À l'intérieur, le palais se présente comme un carré irrégulier de 42 mètres x 42, avec un mur d'enceinte épais d'à peu près 4 mètres. Deux tours juxtaposent également l'entrée principale située au sud. Le complexe est symétriquement divisé en deux parties et se compose de pièces et d'un large soufa, donc zone aplanie, au centre que vous voyez. Il y a également des banquettes, des zones d'habitat. Dans une autre colline, un peu plus au sud-est, nous retrouvons ce que les auteurs ont dénominé le temple, qui est en fait d'un plan rectangulaire, donc par rapport à ce qu'ils ont pu fouiller à l'époque, les premiers chercheurs, de 44 mètres x 60, avec un épais mur défensif d'une épaisseur de 4 mètres 50. Le plan interne se divise en trois parties, orientale, centrale et occidentale. Les zones centrales et orientales sont considérées comme à fonction officielle, occupant une surface de 35 mètres carrés. Alors que les premiers fouilleurs interprétaient ce bâtiment comme un temple, des fouilles plus tardives, en fait, effectuées par des collègues allemands, ont remis en question toute l'interprétation, et la question a été posée s'il s'agissait bien, en fait, ou d'un temple ou d'un palais. Car lors des dégagements tout autour, en fait, et des sondages, on a tout de même découvert qu'il y avait plus que deux tours, mais en fait que le bâtiment était bien défensif, et surtout en fait qu'on avait eu des constructions avec des constructions en fait qui sortaient à peu près dans la partie qui s'exposait dans la partie nord de ce bâtiment. On voit ici les premières reconstitutions en fait, donc effectuées par l'archéologue Askarov et Chirinov. La partie sud du site de Jalkutan donc, est constituée de plusieurs nécropoles, dont seulement une partie a été récemment a été fouillée, en fait, donc la partie la plus méridionale. Lors des fouilles récentes, nous avons pu travailler dans la partie septentrionale du site, dans la partie appelée citadelle, où nous avons principalement tenté de chercher une architecture au centre de cette citadelle qui semblait être vide, d'après nos collègues. Dès la première année de fouilles, nous avons constaté la très mauvaise conservation des couches archéologiques. C'est sans doute même la cause principale de l'abandon des premiers travaux archéologiques à cet endroit, préférant les zones attenant le rempart de la partie interne de cette citadelle, où les stratigraphies étaient mieux conservées. On pouvait avoir jusqu'à 2 mètres et demi de stratigraphie. L'expérience des premières années de fouilles sur ce terrain nous a opté pour ouvrir des grandes surfaces sur 10 cm d'épaisseur pour effectuer en fait d'une année sur l'autre
des trouvailles qui se retrouvaient pratiquement en surface. Cette technique a été payante car effectivement, à des endroits, à 40 mètres, à 40 cm plutôt de profondeur, on trouvait déjà quelquefois le sol vierge. C'est ainsi que nous avons pu mettre en avant 4 phases d'occupation. 4 phases d'occupation qui ne sont pas toutes contemporaines et qui seraient sans doute, qui tiendraient cours sans doute entre 2000, d'après nos datations, dans tous les cas, entre 2300, 2350 et 1800, 1700. Au centre, nous avons trouvé un certain nombre de fosses, en fait, dont le diamètre était d'un mètre, autour d'un bâtiment que nous avons interprété comme un bâtiment de stockage. Mais avant de construire ce grand bâtiment de stockage qui devait être sans doute lié à la citadelle et au palais, au soi-disant palais, nous avons en fait une occupation qui n'est pas très épaisse, avec un certain nombre en fait, de grands silos qu'on voit ici dans ces premiers plans en fait, et quelques structures en fait en briques crues, mais surtout ce type de silos en fait très profond qui se retrouvait effectivement dans toute la partie centrale, mais dans toute la partie périphérique aussi de la citadelle. Avant de pouvoir construire en fait donc cette enceinte qui a après abrité sans doute aussi bien la partie, toute la citadelle en fait avec son rempart. On a complètement en fait scellé ces fosses pour en faire un terrain plat en fait comme on pourrait le faire aujourd'hui en mettant sans doute un peu du béton armé. Entre la zone centrale en fait, où nous avons donc ce bâtiment de stockage et le palais, une place semblait semblait être là en fait, car nous avons effectué un très long même sondage et nous n'avons pas trouvé des structures entre ces deux emplacements. Tout autour, en fait, donc encore une fois, tout autour de la citadelle, donc près du rempart, nous avons tout de même un ensemble stratigraphique beaucoup plus complexe, où plusieurs mètres, donc 2 mètres et demi, se cumulent en fait pour tout l'âge du bronze, et où au sommet, nous avons au sommet et pratiquement en surface, nous avons la présence d'une occupation beaucoup plus tardive qui serait venue en fait dans tous les cas par rapport aux dates qu'on a autour de 1300, peut-être même avant en fait, mais seules les stratigraphies nous permettent aujourd'hui de dire qu'effectivement la citadelle a été réoccupée à l'âge du fer ancien avec une occupation reprenant un peu l'architecture ancienne de l'âge du bronze, une occupation des pièces, une réfaction des pièces, tout en se couvrant en fait avec l'enceinte qui devait être encore sur pied. Il faut savoir en fait qu'il n'y a que cette partie de la citadelle, cette partie du site de Jalcoutin, dans la partie septentrionale, en fait, où on a pu trouver en fait du matériel de l'âge du fer ancien. Donc j'ai du mal à imaginer que les structures en fait, qui se retrouvaient autour du temple et sans doute autour de toutes les constructions de la ville n'étaient plus en place, mais je pense que cela s'explique tout simplement par le mur d'enceinte et cette zone en fait, où sans doute ces populations un peu semi-nomades, ou nomades, ou semi-nomades surtout, se trouvaient plus en sécurité. Je voulais, en fait, pour terminer, en fait, parce qu'il me reste 5 minutes, vous faire en fait un commentaire justement sur cette fouille, parce qu'effectivement, c'est pas toujours très parlant en fait de voir des photos,
mais c'est sans doute beaucoup plus animé de pouvoir commenter un petit film qu'on a fait récemment, en fait, effectivement, sur ces 3-4 années de fouilles sur ce site. Donc voilà la base archéologique en fait, où on loge. C'est un musée de site, le musée de site de Sherabad, le musée de Jalkutan. Entre le musée de Jalkutan et le site que nous voyons sur la gauche de la route, en fait, nous avons à peu près 5 km. Le TP est coupé par une route en fait, moderne, enfin, la citadelle en tous les cas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le plan topographique. Là, on voit en fait la partie de la citadelle avec donc la fouille. Comme vous voyez, encore une fois, donc des grands décapages de surface en fait, qui nous permettent tout de suite de voir en fait, des murs, apparaître des murs qui ne sont pas simplement des murs de l'âge du bronze, mais aussi des murs de l'âge du fer, donc des silos. Un travail complexe en fait, où on tente de relever et dessiner des choses à la main. Beaucoup de fosses que nos amis et camarades soviétiques avaient interprétées comme des fosses dépotoirs, mais qui en fait sont devenues, avec une étude beaucoup plus pointue, en fait, sont devenues en fait des silos de l'âge du fer. Donc certains silos de l'âge du bronze étaient réoccupés. Donc voilà un silo de l'âge du fer, en fait, de l'âge du bronze plutôt. Et voilà en fait dont on parlera sans doute, j'espère la semaine prochaine, en s'attaquant un peu aux périodes un peu plus tardives de l'âge du fer. Les huttes, l'occupation plus tardive en fait avec ces silos tout autour, ces trous de poteaux, ces constructions en huttes, ces réoccupations du site, ces réoccupations des pièces de cette grande partie de la citadelle. Plus au sud, donc plus au sud de la citadelle, donc on a la partie nécropole. Le travail se continue aussi. Donc nous nous sommes attaqués à la nécropole numéro 3, donc il y en a plusieurs en fait. Ici, en fait, bien que la terre soit assez meuble, en fait, les sépultures se retrouvent à une profondeur assez importante. Ça peut atteindre 2 mètres, 2 mètres et demi. Malheureusement, en fait, ces tombes sont souvent pillées. Donc on a sur 5 tombes, on a à peu près 3 qui seraient pillées. Nous tentons, en fait, nous avons mis en place aussi une méthode où nous relevons, en fait, parce que relever des pillages, c'est très difficile, surtout dans un sol aussi meuble et sableux, en fait. Donc nous avons mis en place des capages tous les 15-20 cm qui nous permettent, en fait, tout en les mettant les uns sur les autres après, de voir en fait ce qui est la fosse elle-même et les fosses de pillage, parce qu'il n'y en a pas qu'un pillage dans la tombe, mais plusieurs. Donc sur la partie occidentale du TP, nous avons établi aussi un grand sondage qui faisait à peu près 2,5 mètres, 3 mètres. Et donc ces images qui montrent en fait les écoles qui viennent nous visiter de temps en temps, aussi bien sur le site que dans la maison de fouilles. Bien entendu, nous tentons de faire en fait tout ce que l'archéologie moderne demande aujourd'hui, en fait, de la flottation pour voir un peu la paléobotanique, de l'anthropologie, des études du système d'information géographique, des études céramiques, bien entendu. Voilà des pièces entières provenant de la nécropole. Donc, voilà le nettoyage en fait, qu'on tente de faire à chaque fois pendant qu'on fouille, en fait, pendant la campagne, qui très souvent dure de 1 mois et demi à 2 mois sur le terrain et jusqu'à 3 quand on reste en fait dans le laboratoire, souvent à Samarcande, pour travailler. Donc, voilà le nettoyage en fait de certaines pièces. Ça c'est une pièce en bronze. L'anthropologie est aussi pressante. Donc voilà le collègue et co-directeur de la fouille, l'anthropologue Mustafa Kulov, et voilà la céramique qui sort en fait, parce qu'il n'y a pas que de la céramique en terre, il y a aussi beaucoup de tessons qu'il faut trier, qu'il faut travailler, qu'il faut photographier, qu'il faut dessiner. Voilà en fait, voilà l'étude anthropologique, le nettoyage, pour une étude avant d'être mis en carton, je dirais, et être transporté
donc dans nos réserves et nos laboratoires en fait, à Samarcande. Voici l'Institut. Et voici nos réserves en fait, où on tente de stocker tout ce matériel et continuer à travailler en fait, une fois la mission de terrain terminée. Nous avons aussi tenté un peu de récupérer le matériel anciennement fouillé par nos collègues aussi bien ouzbeks que allemands quand on peut. Voilà. Merci beaucoup.